Bonjour à toutes et à tous. Pas d'émission La Voix est libre aujourd'hui, mais une spéciale Paris 2014. Nous revenons sur les grands moments du débat qui avait lieu hier soir sur notre antenne. Le débat de la primaire à droite pour conquérir le fauteuil de maire de Paris. Sur ce plateau, Daïk Audouy et Patrick Ferrand. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. Alors Daïk, je me tourne vers vous puisque vous étiez sur ce plateau, enfin sur l'autre plateau plus exactement, pour animer ce débat aux côtés de Marlène Blin. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant toute cette durée de débat? Un débat, quand ça dure 1h50, c'est une histoire qu'on raconte. Et pour qu'il y ait une bonne histoire, il faut qu'il y ait des intrigues qui s'entremêlent. Et là, il y en avait trois. Il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet, tout d'abord. Et elle, avant même le début des débats, c'est compliqué. Parce que pour la première fois, elle est confrontée à ses concurrents, alors qu'avant, c'était la vedette. Comment s'est-elle sortie de ce piège? Ça n'a pas été facile pour elle. Deuxième histoire, Le Guerel-Bournazel, deux élus parisiens qui veulent être les challengers. Quelle stratégie ont-ils adopté? En fait, Pierre-Yves Bournazel est allé chercher la confrontation avec NKM, alors que Jean-François Le Garret s'est présenté en opposant numéro 1 Delanoë. Enfin, dernière histoire, les inconnus, Chêne-Vathieu, Franck Marguin. L'enjeu pour eux, c'était qu'on les découvre et de faire entendre notre petite note philosophique, libéral, assumé et décomplexé pour Chêne-Vathieu, et Franck Marguin, proche de Christine Boutin, qui a insisté sur les familles à Paris. Alors on va revoir tout cela tout à l'heure dans le détail, mais vous Patrick, vous avez suivi évidemment aussi ce débat, mais de l'extérieur, donc un point de vue avec du recul. La question sera directe, bon ou mauvais débat? Écoutez, moi j'ai trouvé ce débat très vivant, très intéressant, et pour reprendre les intrigues de Daïk, moi j'avoue, il n'y avait qu'une seule intrigue qui m'intéressait, c'était NKM. Je connaissais la NKM numérique, la NKM écologiste, la NKM porte-parole de Nicolas Sarkozy ou encore anti-Front National. J'attendais la NKM parisienne. La parisienne, elle m'intéressait et je dois avouer que je suis quand même resté sur ma faim. Je ne sais pas trop, après ce débat, quelle est la vision de Paris de NKM. Elle a dit « j'aime Paris », mais qu'est-ce qu'elle aime à Paris? On ne sait pas. Donc c'était un peu, je dirais, elle n'a pas abattu toutes ses cartes. Elle ne s'est pas dévoilée. On avait une NKM dans la retenue, qui se garde sans doute des cartouches pour plus tard. Donc ce sera intéressant à suivre. Alors puisque vous parlez de cartouches et de munitions, on va commencer à égrener un peu les grands moments de ce grand débat. Alors on va commencer par le moment fort, un clash entre Nathalie Kosciusko-Morizet et je crois que c'était le Benjamin Daïk de la... Petit clash, il ne va pas y avoir du sang. Vous commencez déjà à mettre des bémols. Bon, moi je dis un clash sur la police municipale entre deux des candidats à cette primaire. On regarde. Comme on est dans un débat, je voudrais savoir si la police municipale, comme je le propose, j'ai fait d'ailleurs un sondage Opinionway qui donne 72% des Parisiens favorables à une proposition concrète. Police municipale, sur le redéploiement d'effectifs, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est oui ou c'est non? Et comme je viens de le dire, les ASP... Non, oui ou non à la police municipale? On peut oui, s'écouter. Oui, donc toi, tu sais que les ASP sont financés par les 270 millions d'euros que je viens de citer. Oui, tu sais une police municipale ou pas? Tu sais sans doute que les ASP peuvent prendre toutes les fonctions, ou quasiment, en tout cas beaucoup plus largement, qui sont celles d'une police municipale, alors qu'aujourd'hui, ils sont confrontés au stationnement. Ce que je dis, c'est que la proposition que tu fais, qui nécessiterait, ou celle de Jean-François, qui nécessite un référendum, on peut tout de suite, en fait, en avoir les résultats en utilisant tout simplement les personnels qui sont présents et en les déployant sur les missions de police municipale. Ma proposition est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Non, c'est donc non à la police municipale. Le tutoiement y est, mais on sent bien la différence de non, position. C'est un débat. Moi, j'ai été maire d'une ville de 22 000 habitants avec plus de 30% de logements sociaux et malheureusement des gros trafics. J'ai une police municipale. Je sais ce que ça représente. Je suis élu du 18e arrondissement, 204 000 habitants. Et la question n'est pas institutionnelle. Peut-être que les problèmes d'insécurité dans le 18e sont plus importants que ceux de Lyon savoir quel nom... Oh, ça, c'est pas sûr. La question, c'est pas... Si, j'en suis sûr. La question, c'est pas de savoir quel nom vous mettez sur les personnels. La question, c'est de savoir ce qu'ils font. Et moi, je trouve qu'avoir 270 millions d'euros sur des personnels auxquels on dit d'abord, vous allez vous occuper de stationnement, alors qu'on peut les déployer sur d'autres missions, c'est aujourd'hui pas responsable. C'est un débat normal qu'on peut avoir. C'est non pour toi, c'est oui pour moi et pour d'autres. Voilà, mais c'est la clarté, c'est une différence programmatique. C'est compliqué cette difficulté à entendre les autres. On va s'arrêter là parce que... j'ai entendu. Alors Patrick Ferrand, il se fait les dents, Pierre-Yves Bournazel, sur Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, il a saisi son moment, il a compris qu'avec ce débat lui permettait de se distinguer de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il l'a fait à travers, effectivement, cet exemple sur la sécurité. Et il faut noter qu'il est le seul des candidats à l'avoir fait, puisque les trois autres ne se sont pas vraiment
affronter ni opposer à NKM. Lui a saisi ce moment pour se distinguer, évidemment, dans sa course. C'est révélateur, vous voulez peut-être intervenir, mais je voudrais dire, c'est révélateur à un deuxième titre sur NKM, cette fois-ci. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur son programme. Elle ne s'est pas dévoilée, on ne sait pas. Là, par exemple, sur la sécurité, on ne comprend pas vraiment quel est son programme. Elle ne se dévoile pas, ça reste un peu... Son programme pratique, elle nous l'a dit, hein, il sera donné et dévoilé en septembre. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas encore prête, vous avez raison de le noter. Mais ce qu'on voit, c'est que petit ou grand sujet, la police municipale. Non, mais pour revenir sur la méthode, parce qu'on voit bien que Pierre-Yves Bournazel va au clash, mais de façon artificielle. Parce qu'en fait, il pense à peu près la même chose. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle lui dit, on va faire une police municipale, mais on ne dira pas que c'est le nom, parce qu'on sait que c'est un problème à Paris, parce que l'État voit d'un mauvais œil la police municipale. Mais donc lui, il pense en fait la même chose, mais lui, il veut dire oui ou non, donc il veut qu'elle prenne position. Mais elle peut pas. C'était préparé, je suis d'accord avec vous. Si on se met à la place des Parisiens, c'est un vrai sujet, cette police municipale? C'est un sujet récurrent à chaque campagne électorale, mais c'est un sujet très difficile à Paris parce qu'il est évident, Daïk l'a dit, que l'État ne va pas autoriser comme ça une police. Parce que c'est historique en fait, quand il y a eu les révolutions à Paris, le peuple de Paris pactisait et fraternisait avec la police de Paris contre le pouvoir en place. Le gouvernement n'a qu'une peur, c'est la création d'une milice à la solde du maire de Paris. Voilà. Alors on va voir que ce débat était tout de même assez animé. On avait peur qu'il n'y ait peut-être pas assez de suspense depuis que Rachida Dati a déclaré forfait, mais ça a été quand même assez animé, toujours entre d'ailleurs ces deux candidats, Nathalie Kosciusko-Morizet et le Benjamin, je le répète, de ce débat, Pierre-Yves Bournazel. On regarde un florilège sur quelques sujets d'opposition entre les deux. Alors on économise 5 millions d'euros sur les personnes qui bénéficiaient de la carte améthyste et de la carte vermeille et on va dépenser 50 à 60 millions d'euros pour anticiper une réforme dont personne ne veut et dont personne ne comprend le sens. C'est la carte améthyste et la carte Emeraude. Mais non, sur les règles pour les personnes âgées. Je veux être un maire utile, un maire à temps plein. Un maire à temps plein qui consacrera sa tâche à Paris, exclusivement à Paris, pendant 6 ans. Et pas un maire tremplin. Pourquoi? Parce que quand on aime sa ville, on ne la quitte pas. La droite s'est beaucoup trompée dans le passé, il faut le dire, et les Parisiens s'en souviennent. Et moi, je veux incarner un renouvellement sincère et vrai. Nous avons eu de grandes personnalités qui sont venues à Paris, et elles sont respectables. Philippe Seguin, mais aussi Christine Lagarde, Arnaud Klarsfeld, Chantal Joanneau, Madame Versini qui était ministre de Jacques Chirac. Et elles sont toutes venues, ces personnalités, avec de très bons sondages. Elles sont venues en nous expliquant qu'elles allaient gagner Paris. Et finalement, elles ont perdu. Vous pensez, Daïk, qu'il y croit vraiment, Pierre-Yves Bournazel? Il y croit. En tout cas, de toute manière, c'est la chance de sa vie. Il l'a dit cette semaine quand on évoquait que les primaires pourraient être annulées. C'est la chance de ma vie. Comme ça, il se fait connaître. Mais on voit là, sa méthode, c'est un punchliner, comme on dit. Il a des petites formules, des petites phrases toutes faites qu'il dit d'ailleurs depuis qu'il est en campagne, depuis le mois de janvier. Et on voit là sa destination des militants, parce qu'il faut pouvoir décrypter. Si on n'est pas au courant de la politique parisienne, on ne décrypte pas totalement. Mais là, mine de rien, il lui dit qu'elle est parachutée. Et puis après, il fait la litanie de toutes les personnes célèbres qui sont venues sur Paris et qui sont reparties après, sous-entendu, comme vous voulez le faire, vous, Madame Kosciusko-Morizet. Donc c'était, voilà, il ne s'affronte pas directement, mais il envoie des petits signes. Donc il avait écrit son texte, vous pensez, avant de venir sur le plateau? C'était bien préparé, et peut-être qu'il ne l'a pas préparé tout seul, parce qu'il faut quand même rappeler que Pierre-Yves Bournazel est un partisan de Jean-François Copé. Et donc à travers les extraits que nous venons de voir, on peut essayer de comprendre quels sont les arguments de Jean-François Copé contre NKM. Jean-François Copé, dans la perspective de la présidentielle de 2017, ne voit pas... Enfin, là, on est dans le laboratoire. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Patrick, parce que je pense que sur Paris, sur la mairie de Paris, Bournazel a une certaine autonomie par rapport à Copé, parce qu'il a une vraie ambition personnelle. Donc, ça, je vous le concède, mais on sait que Jean-François Copé ne voit pas d'un bon oeil un éventuel envol de NKM à Paris. Et on voit le type d'argument qui pourrait lui être opposé. On peut dire à NKM, bienvenue dans le monde de la droite parisienne. Bon, on enchaîne, messieurs, si vous le voulez bien, avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Évidemment, la question se pose de savoir est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet sera un maire de Paris à plein temps ou est-ce qu'elle n'a pas déjà une idée derrière la tête, notamment sur la présidentielle de 2017. On regarde cet extrait. Paris est mon unique combat. J'y consacre toute mon énergie, toute ma passion. Et pour Paris, d'ailleurs, je prends tous les risques. Mais je vais vous dire, cette question que la gauche me pose beaucoup et à laquelle je viens de répondre, je l'élude pas, mais je veux aussi préciser que j'ai pas l'intention de m'excuser d'être ce que je suis. J'ai pas l'intention de m'excuser de mon expérience de maire de banlieue, de mon expérience de ministre du numérique, de l'écologie, des transports, du logement, de mon expérience d'avoir mis en œuvre le Grenelle de l'environnement. Et je veux même plutôt
mettre cette expérience au service des Parisiennes et des Parisiens. Et je n'ai pas plus l'intention de m'excuser d'avoir une voix qui peut être entendue sur la scène nationale. Je pense même que ça peut être utile si les Parisiennes et les Parisiens me choisissent pour Paris. Alors, on n'a pas vraiment compris si elle avait ça dans la tête ou pas. Ah si, quand même. En fait, vous savez que c'est l'un des principaux arguments de Anne Hidalgo contre la candidature de NKM, c'est de dire que finalement, elle veut se servir de cette candidature à Paris comme tremplin pour la présidentielle. C'est d'ailleurs ce que lui a reproché tout à l'heure Pierre-Yves Bournazel. Alors, face à cette attaque, NKM, finalement, est droite dans ses bottes et dit « Moi, je suis une personnalité nationale, je peux avoir d'autres ambitions que la mairie de Paris et je conserve mes ambitions. » Donc, cette phrase semble indiquer quelle pourrait être candidate à la primaire. Ça veut dire que toutes les ambitions sont possibles. Ça dépendra du résultat en 2014. Mais là, on voit qu'elle répond à Anne Hidalgo, mais elle se différencie des autres concurrents UMP. Parce qu'en fait, là, ce qu'elle nous fait, elle nous décline son CV avec toutes ses fonctions. Et mine de rien, elle dit « Moi, j'ai de l'expérience de plein de choses. Je peux gérer une ville de 2 millions d'habitants avec des fonctionnaires de 50 000 personnes, de 50 000 fonctionnaires dans la ville. » Alors que Pierre-Yves Bournazel, qu'on voit très actif dans ce débat, il n'est que conseiller municipal d'opposition, il n'est pas au pouvoir. Donc là, elle dit, par rapport à lui, moi j'ai eu le pouvoir, je sais ce que c'est. Mais pourquoi dit-elle je ne vais pas voilà, parce que en fait, j'ai trouvé que pendant tout ce débat, elle était plutôt dans la retenue et qu'elle n'a pas voulu jouer la star et écraser les autres. Mais là, à ce moment-là, comme mine de rien, elle glisse son petit CV. Voilà, dit-elle à plusieurs reprises, je ne vais pas m'excuser, je ne vais pas m'excuser. On lui a pas demandé de s'excuser, de toute façon. C'est ce que la gauche lui demande un peu de s'excuser. Mais c'est pour ça, c'est une réponse à la gauche. Mais toi, son caractère n'est pas de s'excuser. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a dit plusieurs fois, j'ai des convictions, je maintiens mes convictions, sauf que ces convictions, finalement, en tout cas, en ce qui concerne sa politique municipale à Paris, suite à ce débat, on ne les connaît toujours pas. Encore une fois, elle a dit que son programme définitif, elle le donnerait en septembre. Elle se garde des cartouches, c'est ce que j'ai dit. Alors, Daïk et Patrick, des sujets de fond ont été abordés dans ce débat. Enfin, ça, c'est aussi un sujet de fond. Mais enfin, c'est vrai que des sujets dont on a beaucoup parlé lors de ces dernières semaines, notamment sur la moralisation de la vie politique, qui est aussi un vrai débat droite-gauche. On écoute et on regarde cet extrait. Le train de vie de l'hôtel de ville n'a jamais cessé, comme je l'ai dit en commençant, on n'a jamais cessé de dépenser, toujours davantage. Il faut inverser cette tendance. Il faut le faire avec rigueur, avec raison. Mais le train de vie de l'hôtel de ville fait partie, je dirais, des dérives qu'il faut condamner et sur lesquelles il faut absolument proposer une autre option. Franck Marguin, pour conclure sur cette partie. Pour conclure, alors moi je ne suis pas du tout dans la démagogie. Je trouve que les élus cheap, les élus pas chers, les Français n'y croient pas. Honnêtement, si on ne peut pas avoir une voiture de fonction quand on est maire et si on est obligé de publier un patrimoine parce que c'est, comme l'a dit mon ami Jean-François, le striptease patrimonial, on est dans pleine démagogie. Pour une voiture de fonction, c'est beaucoup plus compliqué de circuler à Paris en voiture qu'en Mais j'ai vu, pour avoir travaillé avec de nombreux ministres, qui sont très contents d'avoir un chauffeur parce que c'est très pratique. Oui, mais le ministre a besoin de sécurité, un adjoint au maire par mais un maire, oui. Donc moi je pense qu'il faut arrêter le déballage, arrêter un déballage de chaque fois moins cher. Vous savez, c'est un peu comme les gouvernements suédois et compagnie, c'est-à-dire qu'ils roulent tous en vélo. Ben moi, ça ne me fait pas rêver et je pense que ça ne fait pas rêver les gens. Les gens, ils ont envie d'élus qui ont une probité, qui sont honnêtes, qui sont sûrs et qui ne profitent pas d'avantages acquis, mais qui se déplacent de manière efficace avec une voiture de fonction. Voilà mon avis. Entre les deux points de vue qui sont différents, vous êtes où ? Dans les institutions que j'ai gérées, j'ai réduit le parc automobile officiel. De là, ce qui est zéro voiture, je trouve que ce n'est pas très crédible. Mais réduire ça, on peut le faire. Et comme le disait Jean-François Le Garret, quand on regarde les chiffres, le train de vie, fonctionnement et train de vie, charge à caractère général de la mairie, a explosé depuis une dizaine d'années. Sur ce point, vous avez vu où on en est tout de même aujourd'hui. Les gens ne croient plus en la politique. La parole publique est décrédibilisée. Soyons audacieux, soyons courageux et arrêtons d'avoir des petits avantages et de les justifier toujours pour dire que le politique est un peu au-dessus et qu'il faut bien à un moment qu'il ait des avantages. Non, il doit être respecté dans sa fonction, il doit être bien payé, il doit avoir un statut qui le protège, mais je ne vois pas pourquoi il vivrait au-dessus des lois. Alors, moralisation de la vie politique, y compris à Paris, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout cela. Ça fait des années qu'on en parlait, cette fameuse histoire des frais de bouche. Ouais. Alors là, je vais vous parler de Franck Marguin, pour vous dire que quand même, je ne me suis pas intéressé qu'à NKM. Alors, j'ai trouvé intéressant cet extrait avec Franck Marguin, puisqu'il est le candidat du parti de Christine Boutin. Et on a vu tout au long du débat qu'il était à peu près en désaccord sur tout, avec les autres, sur la plupart des sujets. Alors là, c'est intéressant, parce que même sur la moralisation de la vie politique, il est en désaccord, parce qu'il ne veut pas, dit-il, d'élus cheap, c'est-à-dire qu'il veut des élus quand même d'un certain standing. Pour lui, le pouvoir doit s'accompagner quand même d'un certain lustre.
c'est intéressant également parce que finalement tout son discours s'adresse on pourrait dire aux Parisiens traditionnalistes, qu'on ne voit pas souvent. On voit plutôt les bobos, le Paris populaire, mais il existe à Paris un électorat traditionnaliste. Et il va être intéressant à travers cette primaire de mesurer en fait la force de cet électorat à Paris. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un inconscient à ce point-là de Franck Marguin. Je pense que ce débat et cette petite discussion qu'on a eue, finalement, elle est assez mineure par rapport aux enjeux parisiens. Pourtant, on a été obligé d'en parler à cause du contexte national. Et on voit bien les positions de chacun. Certains font de la surenchère sur la transparence, d'autres sont réticents. Et en fait, au sein de ce petit débat, on a vu les débats qu'il y a dans la classe politique sur cette notion de transparence, mais qui honnêtement n'est pas fondamentale sur l'avenir de Paris. Mais pourtant on est obligé d'en discuter. Bertrand Delanoë, dès qu'il est arrivé à la mairie de Paris, il a mis ça sur la table. Tout à fait. Il n'a pas occupé les appartements. Tout à fait. Voilà. Et Pierre-Yves Bournazel également sur ce sujet quand même a tenu à se distinguer et c'est assez significatif de l'ensemble du débat. Il est au sein de l'UMP, mais il a fait entendre une petite musique différente. C'était quand même assez habile en termes de communication. Lui, il promet un peu tout sur les questions de transparence, Pierre-Yves Bournazel. Il dit qu'il va prendre le métro, tout ça. C'est peut-être un peu exagéré. Oui, alors, là, on peut dire que NKM l'a recadré quand même. C'est le seul moment où elle a recadré. Elle a dit oui, sur les voitures, zéro, c'est pas crédible quand même. On enchaîne sur un autre sujet qui était vraiment dans l'actualité ces derniers jours, c'est le mariage pour tous. Et on le sait, à l'UMP, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Enfin, tout ça n'est pas toujours très clair. On écoute sur cette question de clivage. Ma conviction, c'est que il fallait aller plus loin dans la possibilité, dans la légitimation de l'union homosexuelle. On aurait dû aller au bout du programme de 2007 de Nicolas Sarkozy qui promettait l'union civile. On a eu tort de ne pas le faire. Ma conviction aussi, c'est que les enfants qui sont élevés dans des familles homosexuelles, qui sont là, et d'ailleurs c'est pas nouveau, ça a toujours existé, ont droit au même niveau de protection que les enfants qui sont élevés dans des familles conventionnelles. Et pour ces raisons, je ne suis pas opposée à cette loi. Je ne me voyais pas voter contre. Dans ma conscience personnelle, je ne pourrais pas procéder à donner à Paris des enfants sans filiation, des enfants qui deviennent des produits marchands. Puis vous savez, on sera dans une équipe municipale, Nathalie pourra être ma première adjointe, elle pourra marier des homosexuels sans aucun problème. Moi, je veux être clair. J'ai toujours été clair. Effectivement, je suis en faveur du mariage pour tous. Voilà. Concernant, je dirais, l'UMP, bon voilà, j'ai une position qui n'est pas conforme ou identique à celle de mon parti. Mais s'agissant des sujets un petit peu sociétaux, je pense que chacun doit pouvoir avoir cette liberté d'expression et de décision. Je suis favorable à une union civile pour les couples homosexuels. D'ailleurs, je suis favorable à une union civile pour tout le monde. Et je crois que le mariage devrait être réservé à la sphère religieuse, puisque c'est un mot connoté dans l'histoire qui vient de la sphère religieuse. Si la loi change, eh bien, j'appliquerai la loi. Même si je suis contre la loi, j'appliquerai la loi. Mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Yves sur ce point. Je pense que l'union civile est une bonne proposition. Elle renforçait le cadre du Pacs et on aurait d'ailleurs dû faire cette réforme plus tôt, mais il est encore temps de le faire. Alors Daïk, on le voit, sur cette question, le mot mariage est difficile à prononcer à l'UMP. On préfère dire autre chose. Oui, mais quand même, il y a un vrai clivage entre les candidats. On le voit, Franck Marguin, Jean-François Le Garret qui ont fait toutes les manifestations qui sont opposées, NKM Bournazel qui sont dans l'entre-deux, et puis Chen Vathieu qui est lui-même paxé homosexuel, c'est public, donc on peut le dire, évidemment pour. Alors évidemment, c'est un débat qui traverse la société, mais la question c'est de savoir quelle implication ça va avoir sur la primaire. Est-ce que les opposants au mariage pour tous vont peut-être se mobiliser et voter pour Franck Marguin ou Jean-François Le Garret pour ces raisons-là? Ils ne l'ont pas évoqué de façon frontale comme ça, mais c'est ce qu'il y a quand même dans les esprits. Ça peut jouer un rôle, ce débat, au sein de la primaire et des résultats de la primaire. Donc ça pourrait être, Patrick, un sujet de premier plan, cette question du mariage? Oui, c'est la question que tout le monde se pose à Paris. Peut-on être aujourd'hui, au vu de la sociologie parisienne, peut-on être élu maire de Paris en s'opposant au mariage pour tous? C'est une question dont on n'aura la réponse que dans un an. Là, je reviens à mon sujet fétiche. Là, ce qui m'intéressait sur ce thème, c'est encore une fois NKM. Parce qu'elle s'abstient. Alors quand on s'abstient, c'est effectivement, on est dans une sorte d'entre-deux. Donc j'attendais de ce débat de savoir si elle allait préciser sa position sur le mariage gay. Et là, je dois dire que j'en sais pas beaucoup plus, voire j'en sais moins. Je pense qu'elle a été un peu confuse et moins précise qu'elle ne l'avait été. On ne comprend pas exactement sa position. Vous avez senti, Daïk, cette confusion, en tout cas cette prudence de sa part. Elle se dit, je ne me voyais pas voter contre, mais en même temps, elle ne dit pas qu'elle vote pour. C'est de la prudence.
par rapport à son électorat traditionnel qui peut être opposé au mariage et par rapport à l'électorat bobo qu'elle doit aller chercher qui est plutôt favorable. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au sein de l'UMP, on a un peu peur que ce débat-là pollue la primaire, en tout cas suscite et soit la raison d'un vote à la primaire et donc puisse influencer le résultat de cette primaire au sein de l'UMP. Allez, on passe au sujet suivant. Nous sommes samedi, le travail du dimanche. On en reparle et on voit les différentes positions des candidats à la primaire. Soyons précis, je souhaite l'extension des zones touristiques à Paris. Il y en a actuellement 8. Hein. Oui, pour permettre le travail le dimanche. Parce que pendant que Paris s'endort, Londres s'enrichit. Moi, je pense que cette société effectivement ultralibérale où on donne comme projet aux gens de ne faire que consommer me désespère. Fondamentalement, je ne suis pas pour que l'être humain, c'est-à-dire le citoyen d'une ville, ne soit qu'une machine à consommer. Voilà, c'est mon point de vue. Franck, je voudrais te rappeler qu'à Paris, nous avons quand même 160 000 chômeurs. Donc je comprends ta position sur l'ouverture le dimanche, mais si, je dirais, l'ouverture le dimanche peut donner un petit peu de travail, même partiel, c'est mieux que rien, parce qu'il y a des chômeurs qui veulent travailler. Les chômeurs ne veulent pas rester chez eux. Et moi, donc aujourd'hui, si le dimanche ça ne fait pas rêver d'être une machine à consommer. Oui, mais il y a quand même 160 000 personnes qui souffrent à Paris, qui n'ont pas de travail. Là, on voit Patrick Ferrand, ils ne sont pas du tout d'accord. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Franck Marguin et Chêne Vathieu sont deux hommes d'affaires, deux chefs d'entreprise, et ils ont une opinion différente sur l'ouverture du travail du dimanche. Franck Marguin, dans sa lignée traditionnaliste de défense des valeurs chrétiennes, a défendu le dimanche et donc n'est pas pour le mariage le dimanche, alors que Chêne Vathieu, lui, s'est prononcé pour. NKM n'a pas été interviewé là-dessus, donc on ne sait pas, elle n'a pas donné sa position. Non, mais, ils sont tous quand même, mis à part M. Marguin, sur une position, il faut ouvrir les commerces le dimanche. D'ailleurs, Anne Hidalgo l'est aussi maintenant. Voilà, la gauche a rejoint cette position. Là, c'est une position. Là, sur cette question, l'UMP est vraiment en position de force parce que le PS a changé d'avis, puisqu'au Conseil de Paris, on avait voté contre l'extension des zones touristiques pour permettre l'ouverture du dimanche, notamment par exemple pour les grands magasins. Ça avait été voté non, les grands magasins n'ont pas le droit d'ouvrir le dimanche. Donc là, le PS a un peu évolué, sans doute en fonction de la crise. Et là, c'est vrai que c'est une arme pour l'UMP, cette question. En tout cas, c'est un vrai sujet de campagne. On va en parler beaucoup, vous pensez ? Là, ça a commencé. Alors, la campagne a commencé, si on se place sur la campagne parisienne, il y a plusieurs thèmes qui ont émergé. Le diesel, les bus diesel de la RATP, ça a fait polémique. Le travail le dimanche et un peu le logement social. Enfin, le logement, c'est toujours le thème de préoccupation majeure des Parisiens, donc c'est apparu dans la campagne. C'est vrai, parce que le deuxième sujet, c'est l'emploi, de préoccupation des majeurs des Parisiens, mais ce n'est pas le maire de Paris qui va sauver l'emploi. Donc, d'évoquer un cas concret comme ça d'ouverture du dimanche, ça permet un petit peu de symboliser l'ensemble de la problématique économique. Oui, Chêne Vathieu promet 166 000 emplois à Paris pour le travail du dimanche. Ça laisse... Avec les taxis. On va faire un peu d'analyse sémantique. C'est un peu prétentieux, dont je le dis, mais en tout cas, on va voir les phrases leitmotiv, on peut dire, qui ont été prononcées pendant ce débat par les candidats. Madame Hidalgo voudrait être la meilleure élève, finalement, de la pire des politiques, celle de François Hollande. On ne peut pas laisser faire ça. Je suis candidat aujourd'hui à la mairie de Paris parce que je suis différent. Et je porte en moi cette différence. Je veux être le maire manager de cette ville, l'ambassadeur de Paris, celui qui attire les investissements du monde entier. On peut très bien faire un référendum chaque année, par exemple, sur un sujet important. Moi, j'ai une ambition, un projet, c'est de faire gagner la droite et le centre à Paris. Alors, ils avaient préparé ces petites phrases, ces postures verbales. C'est ce qu'on appelle les éléments de langage. Ce sont des formules toutes faites qu'on répète de temps en temps et régulièrement. C'est ce qui a un peu remplacé la langue de bois, parce que finalement, la langue de bois, c'était plus possible. Tout le monde décryptait, analysait, les téléspectateurs étaient habitués. Donc ça a évolué progressivement dans le discours politique avec ces éléments de langage qui ne sont pas forcément de la langue de bois, mais qui, à force d'être répétés, le deviennent un petit peu. Alors c'était, je rejoins bien entendu tout à fait ce que vient de dire Daïk. Sur chacun des candidats, je n'ai pas parlé jusqu'à présent de Jean-François Legarret. C'était intéressant, effectivement, pendant toute l'émission, il a parlé de référendum. Sur tous les sujets, à peu près, il fallait faire un référendum. Ce qui fait qu'au final, on ne sait pas très bien quel est son programme. C'est donner la parole aux Parisiens. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Il faut donner la parole aux Parisiens. Quant à NKM, pour revenir sur elle, elle a repris son thème principal d'attaque contre Anne Hidalgo, qui est de renvoyer la candidate du Parti socialiste à l'impopularité actuelle du gouvernement. On sent que ça va être quand même un thème d'attaque pendant un an, d'associer l'image de Anne Hidalgo à l'image du gouvernement qui est, pour l'instant en tout cas, impopulaire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté quand même de nationaliser en partie
la campagne parisienne et à travers la sanction ou la défaite d'Anne Hidalgo, obtenir en quelque sorte une sanction du pouvoir socialiste. Oui, parce qu'on a fait un sondage à l'occasion de ce débat qui nourrit un petit peu ce que vient de dire Patrick. On a demandé aux Parisiens, est-ce que ce serait un enjeu local ou national? Donc 54% disent que ça sera avant tout un enjeu local, mais il y en a 29% qui iraient voter au municipal pour sanctionner François Hollande et 15% pour le soutenir. Donc on voit qu'il y aura un contexte national quand même dans cette élection locale. D'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet a créé un petit site internet et elle a développé un petit jeu, une petite application. Je clique pour une claque à François Hollande. Donc clairement, ça sera un des arguments de campagne, le contexte national et éventuellement vote contre François Hollande. Alors rétrospectivement, on peut se dire que Anne Hidalgo a très bien fait de ne pas participer, de ne pas rentrer au gouvernement comme il y avait été, semble-t-il, proposé, parce que si elle était entrée au gouvernement, elle aurait subi de toute façon la sanction des sondages que l'on voit actuellement. Il n'aurait pas eu le temps de faire campagne aussi. Mais... On va être obligé de conclure, Daïk et Patrick. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un vrai suspense au départ? Pas vraiment. Il n'y a pas de suspense. Toujours, Nathalie Kosciusko-Morizet est la favorite, mais on ne parlait que d'elle. Là, on l'a vu confrontée à ses candidats, et comme l'a dit Patrick, on a vu que c'était plus compliqué, que ça serait peut-être moins aisé. Donc ça relance pas le suspense de la primaire, mais ça lui donne quand même un petit intérêt supplémentaire. Ça relance le suspense pour la seconde place, parce qu'on pouvait penser que Jean-François Legarrey, qui a été le premier adjoint de Jean Tibéry et qui est soutenu par Jean Tibéry, qui dispose donc des réseaux de militants de Jean Tibéry très importants dans la capitale, pourrait arriver second. Et d'ailleurs, on a expliqué le retrait de Rachida Dati par la peur de la maire du 7e d'arriver 3e, c'est-à-dire après Jean-François Legarrey. Là, peut-être que Pierre-Yves Bournazel a saisi sa chance pour arriver second. Voilà. Et on voit surtout que la primaire, il n'y a pas que NKM, il y a 5 candidats. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Daïk. Voilà, c'est fini. On se retrouve, nous Patrick, dans un instant pour Samedi Politique et le journal dans un instant. À tout de suite, restez avec nous.